Rebonjour, j'espère que vous allez bien. On est sur un jour un métier, c'est toujours Herman et Michel, bien évidemment. Donc j'espère que vous avez regardé la première vidéo, que vous en avez appris plein de choses. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à mettre pause et d'aller d'abord la regarder celle-là, parce qu'il y a déjà pas mal de contenu à l'intérieur. Et pour pouvoir mieux savourer celle-ci, il va falloir déjà avoir vu au préalable celle-là. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, parce qu'on y a mis tout le cœur et surtout pas mal de temps. Donc merci de rester jusqu'à la fin, mais avant tout ceci, générique. Bonjour Michel. Bonjour Eman. Il faut dire que dans la première vidéo, on ne s'est pas vraiment attardé sur la présentation. J'aimerais que tu nous parles un peu, une petite présentation de toi. Qui est-ce que tu es réellement? Alors, Michel Fokam, sur le plan professionnel, je suis responsable financier chez IBM Consulting. J'aimerais que tu parles un tout petit peu fort parce qu'on est dans la nature aujourd'hui. Donc, si tu parles bas et qu'on a un peu de coup de vent, je pense qu'on aura vraiment du mal à t'entendre, s'il te plaît. D'accord. Alors, je disais que je suis Michel Fokam. Je suis responsable financier chez IBM Consulting. De façon simple, au quotidien, je pilote une équipe de comptables et c'est moi qui se charge de gérer de façon opérationnelle, de piloter toute l'équipe. Voilà. Responsable financier, c'est très beau, hein. Franchement, même moi, ça me donne des idées. Mais bon, la finance, c'est pas mon truc, hein. Je vais pas vous mentir, faut être clair. Ok, et aujourd'hui, tu es responsable financier. Mais tu as commencé par quoi? C'était quoi ta première expérience de travail? Alors, la toute première, c'était après le BTS, comme je le disais dans la précédente vidéo, que je vous invite d'ailleurs à consulter au cas où vous ne l'aurez pas fait, naturellement. Après le BTS, donc, j'ai été recruté en cabinet par un enseignant et en tant qu'assistant. Et comme je le disais, les tâches que je réalisais au quotidien dans le cadre de ce cabinet, c'était notamment la conception et l'accompagnement des opérateurs économiques dans la réalisation de deux choses, l'étude de faisabilité technique et financière de projet. Et par la suite, nous accompagnons ces opérateurs économiques auprès des banques pour l'octroi des crédits. C'était la première chose. Et toujours dans le cadre du cabinet, j'étais en charge des formations. J'étais donc formateur déjà dans les domaines de la comptabilité générale et de l'analyse financière. Et par la suite, j'accompagnais mes jeunes étudiants dans la réalisation de tout ce qu'on appelle état financier de synthèse. Donc c'était moi qui étais formateur au cabinet déjà après avoir obtenu mon BTS. Ça c'était ma toute première expérience professionnelle. Voilà. Comment tu l'as trouvé ce travail-là? En réalité, c'est pas moi qui ai trouvé le travail, c'est le travail qui m'a trouvé. Donc si on comprend bien, en réalité, tu n'as pas eu à chercher du travail, c'était parce que tu as été très brillant et le travail est venu à toi. Je dirais plutôt comme ça, parce que dire de façon... dire que j'ai fait des lettres de motivation, des CV, je suis allé déposer, ce serait un peu menti. Non, ce serait totalement faux. Dans ce cadre-là, purement, non, après le BTS, j'ai été approché par deux enseignants et il y a un qui, notamment avec qui on a eu de très bons rapports, voilà, qui m'a proposé cela et bon, j'ai dit bon, naturellement, ça me permet à la fois d'être directement dans la mise en place opérationnelle, je vais dire comme ça, de ce que j'avais appris. Et par la suite, naturellement, un deuxième point qui me passionnait aussi, c'était les formations. J'ai toujours été passionné par l'envie de transmettre et ça me donnait très facilement le tremplin pour le faire tout simplement dans la mesure où j'accompagnais désormais les personnes qui voulaient obtenir le BTS dans le parcours jusqu'à l'obtention du BTS justement. Je tiens à préciser que tu n'avais que le BTS à ce moment-là. Oui, bien évidemment. Et tu étais toujours étudiant. Et j'étais toujours étudiant. Mais je veux dire, c'est vrai que tu vas un peu nous parler quand même de cet aspect entre guillemets étudiant-travailleur. Oui. Comment tu as fait pendant que tu étais en licence, puisque tu as obtenu ton travail après le BTS? Oui. Et tu travaillais et tu étais en licence.
Comment tu as fait ce tour de magie? Ça s'est passé comment? Alors, au Cameroun, la licence professionnelle, notamment à Yaoundé, dans le cadre de notre école, les études commencent en soirée. Donc du coup, c'est des études qui commencent à 17h et se terminent à 22h à l'époque. Je sais qu'entre-temps, ils ont un peu réduit les horaires, mais à l'époque, c'était 17h, 22h. Donc du coup, en journée, on avait une bonne marge de manœuvre. On pouvait être occupé, on va dire pratiquement à temps plein. Donc on pourrait faire 8h, 15h, 8h, 17h, 15h et à 17h être à l'école jusqu'à 22h. Ça rallongeait la journée de travail, ça densifiait, je vais dire comme ça, les journées. Mais en tant que jeune et avec toute l'énergie, toute la folie, il fallait bien qu'en ce moment-là, naturellement, on puisse, j'occupe à bon escient cette énergie-là sur ce temps-là, et je déploie facilement cette énergie justement que j'ai disposé encore bien à cette époque-là. Donc c'est ça, la licence se déroulant en soirée, on avait donc la possibilité en journée d'être occupé dans d'autres missions. C'est comme ça que la jonction s'est faite. En France, la licence professionnelle s'est faite en alternance. Quand on dit licence professionnelle, automatiquement, il y a un contrat avec une entreprise. Est-ce que cette entreprise te servait un peu justement de complément de formation théorique? Ou c'était pas une obligation, tu aurais pu littéralement faire tes 17h, 22h toute l'année et avoir ton diplôme? Bon, purement, ce n'était en aucun cas une obligation. Les contextes étant totalement différents. C'est pas du tout pareil, en effet. J'aurais pu tout simplement finaliser ma licence professionnelle 17h-22h, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs. Et on n'était pas obligé d'occuper et d'être à temps plein en journée. Il n'y avait pas effectivement ce lien direct là entre les deux, mais ça permettait surtout, et ce qui était très intéressant d'ailleurs, de directement opérationnaliser toute la formation de BTS. Donc ça permettait que 2 années de connaissances puissent être mises en pratique directement, et les connaissances acquises en licence professionnelle, ça commençait aussi à me permettre de les valoriser aussi au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Et tu as fait combien de temps dans cette entreprise? Alors j'ai fait 3 ans. Ah oui, donc c'était pas de la rigolade. Donc. 3 années, je peux bien comprendre 6 mois pour dire que oui, effectivement, c'était un test, un petit besoin ponctuel. Mais 3 années, ils avaient réellement besoin et tu répondais réellement à leurs besoins, tu répondais réellement aux attentes. Ah oui, en effet, je répondais parfaitement, je vais dire comme ça, aux besoins. Surtout que bon, il y a cet aspect, on va dire, connaissances, compétences professionnelles qui sont importantes, mais aussi l'aspect humain. Et le cadre et la bonne ambiance avec l'équipe et surtout l'expert qui s'est bien déroulé. Et c'est ce qui aussi permet à ce que l'expérience puisse avoir quand même ce niveau de durée. D'accord. Tu as fait 3 ans là-bas. Et si on regarde les 3 ans, c'est à la fin de ton Master 2. Autour du Master 2. À peu près. Et pourquoi tu es parti de l'entreprise? Alors, c'est vrai que j'ai fait 3 ans, comme je dis, mais à partir de la 2e année, c'est-à-dire quand j'étais en Master 1, j'ai participé à la création d'une entreprise, la MBNG, qui veut dire Mutuelle des banquiers de la nouvelle génération. Ça, c'est au Cameroun, ça? C'est au Cameroun toujours. Parce que bon, naturellement, quand vous avez fait 2 années dans un cabinet, vous aviez les automatismes et le niveau, vous n'êtes plus opérationnel, je vais dire. Mais à un moment donné, vous devenez quelqu'un qui coordonne plutôt le travail. Donc ça vous donne un peu de marge de manœuvre également dans la gestion de votre emploi de temps et les disponibilités que vous pouvez avoir. Et aussi au niveau Master 1, on n'a plus une grande densité. Et on sait qu'à ce niveau-là, c'est le manager qu'on veut préparer. Exactement. On n'est plus trop dans l'aspect dans le cambouis, mais on cherche à avoir un niveau un peu plus élevé en termes de manager désormais. Donc ça fait aussi que ça libère un peu de temps sur le plan académique, c'est plus aussi dense, d'accord. Et comme je participe à
à la création de cette mutuelle de banquiers. Ça, c'est un master, c'est-à-dire en 2015, en juin 2015 notamment. Je suis approché par un des fondateurs, qui est aujourd'hui Dr Ariel Abissougui. Oui, qui est un très grand ami à moi, ami et connaissance, un grand frère que j'apprécie beaucoup. Et il me parle de ce projet-là et il me dit, voilà, on veut mettre sur pied une mutuelle, on a des compétences dans divers domaines, on a les banquiers, on aura besoin forcément de quelqu'un qui a de la compétence en comptabilité pour mettre sur pied le système qui va permettre de suivre toutes nos activités. On a des experts dans divers domaines et à partir de là, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour mettre sur pied cette structure-là. Le connaissant déjà en amont, le fait qu'il me l'ait proposé, ça a juste été quelque chose de voilà, de très logique. Donc du coup, on a juste abondi dans ce sens-là et naturellement. L'une des premières missions confiées dans le cadre de cette entreprise, c'était donc naturellement d'occuper les postes de responsable comptable et de mettre sur pied, on va dire comme ça, tout le système comptable qui allait permettre de gérer. Ce qui était aussi utile, comme j'avais commencé l'aspect contrôle et audit. Master, oui. Vous allez donc comprendre, ça va compléter une partie de la problématique que tu m'as soulevée il y a quelque temps lors de la première vidéo. La différence est véritablement entre la compta, contrôle et audit. Et dans le cas de l'entreprise également, en ayant déjà une certaine connaissance dans le domaine du contrôle et l'audit, une autre tâche qui m'a été confiée justement, c'était de voir ce qu'on appelle la mise sur pied des process et des procédures en entreprise. Là, on n'est plus dans le cadre purement comptable. On appelle désormais notre compétence des personnes qui ont la capacité de définir ce qu'on va appeler les procédures, de savoir les opérationnaliser avec les personnes qui sont directement en charge de ces procédures-là, de pouvoir évaluer les process et par la suite rendre le circuit opérationnel, le circuit de prise de décision beaucoup plus efficient en entreprise. C'est à ce niveau-là donc que la dimension contrôle et la dimension audit intervient et permet donc de compléter, mais aussi d'élargir naturellement le spectre dans le cadre de la formation. Donc c'est cet aspect-là qui est ici mis en évidence. Donc je participe donc à cette aventure et à la fin je passe au pays de 2015 jusqu'à fin 2016, je vais dire, où je finalise par la suite avec le master également. Entre-temps, j'ai maintenant 2 pieds. J'ai un pied à la MBNG et j'ai un pied au cabinet. Ah ouais. J'ai l'impression que tu as un véritable parcours d'excellence en fait. Finalement, je me pose des questions. Est-ce que si les gens ne sont pas premiers de leur classe avec 17 de moyenne, est-ce qu'ils vont réellement à regarder ton parcours? Très peu de gens ont ce parcours quand même, faut se l'avouer. On sait qu'il y a la plupart des gens, ils vont à l'école, après ils vont poser 500 CV, 500 lettres de motivation. Bon, c'est peut-être lorsqu'on reviendra avec l'expérience en France, c'est que qu'on arrivera à ce cas de figure. Quand j'étais au pays quand même, c'était différent. Voilà, le contexte était vraiment différent. Actuellement, c'est l'inverse justement. La plupart des gens que j'ai eu sur la chaîne, c'était plutôt au pays, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils se sont sentis contraints finalement de venir en France. Et ça s'est beaucoup, du moins en Europe, parce qu'il y a eu des cas en Italie également, et ça s'est vachement amélioré entre guillemets. Alors que toi, c'est un tout petit peu. On verra. On n'en parle pas encore. On n'en parle pas encore, effectivement. On verra. Et du coup, l'entreprise dont tu as fait partie à la création, elle en est où aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, elle a fêté ses 5 ans. Donc, elle existe toujours? Elle existe toujours, effectivement. Combien de personnel à peu près? Alors, le personnel, c'est une dizaine. Non, une dizaine. Bon, avec les experts, à la création, on était 30 fondeurs, qu'on appelle les fondateurs. Et aujourd'hui, comme on est dans le système mutualiste, on a dépassé la barre des, je pense,
derniers états financiers, on était à plus de 300 personnes quand même qui ont, Non, donc là, oui, c'est plus... ok. oui, qui ont adhéré et qui ont partagé la vision du... C'est plus de la rigolade, oui, littéralement. Oui, qui ont Ok. partagé la vision du projet, voilà. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'était surtout de voir, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette fourchette qu'on dit, il y a 100 entreprises créées, il n'y a que 5% qui continuent 5 ans après, entre guillemets. Non, c'est bon, c'est très bon, c'était surtout cet aspect-là. Et D'accord. du coup, tu as travaillé, tu étais au cabinet, ensuite, je suppose qu'après ces 2 entreprises, tu as voyagé. Alors, Ou tu as encore travaillé au Cameroun. il a encore travaillé au Cameroun. Génial, dis-nous ça. La toute dernière expérience, d'accord, c'est bon. Je suis vraiment en master. Je suis en train de finaliser mon master 2. Ok. Ok. Et quand je finalise mon master 2, alors, en cabinet, j'avais monté les dossiers. J'étais parti défendre en banque. Quand j'arrive en master 2, donc, il faut faire un stage et boucler le mémoire, quoi. Voilà. En ce moment-là, je me dis, alors, c'est l'environnement de la banque dans lequel je vais faire mon stage. Ok. 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 Donc, je me dis, il serait intéressant, notamment, comme on va dire quoi, j'ai la vision de la personne qui sait monter bien les dossiers, qui sait les déposer, qui sait un peu les défendre auprès à la fois du comité d'études des projets, comité d'audit, comité de contrôle de gestion, etc. Et maintenant, moi, je vais avoir une vision plutôt du banquier, c'est-à-dire quel est le regard que le banquier jette lorsqu'il est en phase de ses études, là, quels sont les critères, on va dire, un peu sous-jacents, qui ne sont pas forcément divulgués. Voilà, je vais avoir cette vision-là. Et dans le cadre de mon mémoire, donc, je vais traiter d'une problématique qu'on appelle la gestion des risques en banque. Parce que la banque, c'est une institution essentiellement basée sur les risques, en fait. Dans toute approche, dans tous les process, il y a un canevas de gestion des risques qu'il faut. Et moi, je me dis, bon, il faudrait que je fasse le stage et que, à l'issue du stage en question, bon, je sois suffisamment calé là-dessus. Et une fois de plus, ça n'a pas été très compliqué, décidément. Je suis atypique, mais plutôt au Cameroun. Ça n'a pas été compliqué dans la mesure où, effectivement, pour avoir ce stage-là cette fois, je me sers de mes contacts que j'ai eus lorsque j'étais encadreur en BTS. Parce que lorsque vous êtes encadreur en BTS, vous voyez un peu de tout le monde. Il y a des personnes qui sont parfois même déjà des responsables, je vais dire quoi, qui sont déjà en entreprise, mais qui ont juste besoin, comme on disait là, d'une formation qui va leur permettre en entreprise d'upgrader, voilà, d'évoluer et d'avoir un niveau de responsabilité. Donc là, comme j'ai toujours gardé de bonnes relations avec les personnes avec qui j'étais en entourage, justement, je dis, allez, je dépose ma demande de stage pro, voilà, et une fois que j'ai demandé, j'ai fait le dépôt, j'appelle donc un contact chez Freeland et je lui dis, allez, j'ai bien envie de faire le stage là-bas parce que je vais traiter de cette problématique-là. Chez qui, prioritairement, je dois déposer? Est-ce que c'est à la direction générale, direction des ressources humaines, pardon, comme tout le monde? Et il me dit, il n'y a pas de problème, dépose là et rassure-toi juste que ton dossier est correct avec tels éléments comme ils ont demandé. Et je pense que, sauf exception, parce que j'avais quand même tous les critères objectifs qu'ils demandaient sur leur site, parce que j'ai quand même vérifié, il faut avoir les besoins et tout. Bon, ça semblait être très cohérent. Et une fois que j'ai fait la demande, donc, 2 mois après, donc, j'ai été appelé pour faire le stage. Il n'y a même pas eu besoin. On va dire que quand même quand on atteint ce niveau-là, l'entretien généralement il est beaucoup plus dans le cadre procédural. C'est une procédure, donc il faut tout simplement suivre pour être en accord avec les process internes de la banque et pour être sûr que bon, il n'y a pas eu de privilèges et tout. Donc c'est juste ça. Donc je finalise dans ce stage-là et donc
à l'issue de la finalisation de ce stage, j'ai donc effectivement le dossier France qui se qui se présente. présente. Voilà. Mais juste un truc. Pour avoir fait des études en comptabilité, de l'audit, du contrôle et tout, certes, tu avais quand même pas mal d'expérience pour un stagiaire finalement. Est-ce que, je veux dire, c'est quoi le lien entre la comptabilité que tu as fait à l'école et du moins de tes expériences dans l'univers de la comptabilité et le choix de la banque comme mémoire pour le deuxième master, enfin, comment ça s'est fait ça déjà? Pourquoi? Alors, premièrement, il faut comprendre que la comptabilité aussi est vaste. D'accord? Ok. Il y a ce qu'on peut appeler la comptabilité qu'on va qualifier de générale. Et il y a une comptabilité qui est atypique au domaine bancaire qu'on appelle la comptabilité bancaire. D'accord? Okay. Donc ça veut dire que vous pouvez connaître la comptabilité générale et n'avoir, je veux dire, aucune idée sur la comptabilité bancaire. Il y a les principes qui resteront les mêmes, mais que ce soit le champ d'application, que ce soit je vais dire quoi? Même dans la présentation des états financiers, si on vous donne les états financiers d'une banque et les états financiers d'une entreprise lambda, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc pour quelqu'un qui se dit juste comptable, on lui donne les deux. S'il a l'habitude d'analyser les états financiers de A, ça ne va pas lui conférer la compétence ou alors l'aptitude pour analyser les états financiers de B. D'accord? C'est aussi un champ qui est vaste. Et à ce niveau-là, c'est aussi justement parce que l'activité de la MBNG se rapprochant un peu du domaine bancaire. D'accord. Ok. Que ça nécessite le besoin que j'intègre et que je sois un peu plus au parfum de ce qui se fait. Voilà, trame du côté des banquiers en fait. Parce que j'avais déjà une très bonne compétence mais du côté général, du côté un peu client. Voilà. Et maintenant, je me dis, allez, du côté bancaire, ça sera pas mal d'avoir une vision un peu interne et naturellement, ça servirait certainement à la fois la MBNG, mais aussi à titre personnel pour avoir la vision complète, pour avoir la capacité de dire, je peux à tout moment, dès que le besoin se présente, que ce soit prendre du côté de la comptabilité générale, que ce soit prendre du côté de la comptabilité bancaire, et il y a même aussi la comptabilité des assurances, qui est un autre domaine. Donc la comptabilité s'adapte facilement aussi au domaine d'application. Voilà. Maintenant, bien qu'il y ait ce qu'on appelle les grands principes qui, dans pratiquement toutes les comptabilités, sont répertoriés, mais maintenant, en fonction des secteurs d'activité, comme j'ai dit, dans l'assurance, dans la banque, de façon... dans le cadre général, il y a maintenant des subtilités qu'il faut avoir. Quelqu'un qui a travaillé uniquement dans la comptabilité des assurances n'est pas forcément la personne la plus apte et idéale pour aller traiter des états financiers d'un cabinet, par exemple, de gestion. D'accord. Voilà. Ok.